Les détails étranges sont courants dans les affaires qui passionnent la communauté du true crime. De l'ampoule cassée sur le porche dans la disparition des Springfield 3 aux longues et détaillées notes laissées au domicile de John Bennett Ramsey. Il existe une abondance de cold cases avec des indices étranges qui laissent beaucoup d'entre nous perplexes pendant des années. Mais bien souvent, ces petits détails semblent plus être un obstacle qu'une aide. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer deux affaires particulières qui soulèvent plus de questions que de réponses. Mateusz Kowalski. Originaire d'un petit village du sud-est de la Pologne appelé Utkow, Mateusz Kowalski avait passé les 5 dernières années de sa vie à travailler à Hanovre, en Allemagne, comme ouvrier du bâtiment. Il vivait avec son père, qui travaillait également dans la ville, et avait entretenu une relation à distance avec sa fiancée polonaise pendant un certain temps avant qu'elle ne tombe enceinte. Le 28 mars 2018, Mateusz, âgé de 30 ans, est parti à bord de sa BMW 525 998 vers 23h30, avec l'intention d'aller voir sa fiancée dans sa ville natale de Lipia Góra, dans le nord-ouest de la Pologne, car elle devait bientôt accoucher. Mateusz était censé arriver chez sa fiancée vers 8 ou 9 heures le lendemain matin. Le trajet entre Hanovre et Lipia Góra faisait environ 647 km. À 10h30 le matin du 29 mars, Mateusz a reçu un appel de son père. Le trentenaire a expliqué qu'il avait été pris dans un gros embouteillage et qu'il avait été retardé de 2 heures à cause d'un accident de la route. Il a ajouté qu'il se trouvait dans une ville appelée Złoty, à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, et qu'il lui restait encore environ 214 km à parcourir. Après avoir raccroché, Mateusz a envoyé un message à sa fiancée pour lui dire qu'il en aurait pour environ 2 heures. Mais il n'est jamais arrivé chez elle et on ne l'a plus jamais vu ni eu de nouvelles de lui. Vers 17h ce soir-là, la fiancée inquiète du trentenaire a contacté sa sœur, qui vivait également à Hanovre, et n'a pas pu le joindre. Craignant pour sa sécurité, la mère de Mateusz, qui vivait en Pologne, a alors appelé la police pour signaler sa disparition. Mais les agents à qui elle a parlé l'ont découragé de le faire et pensaient qu'il reviendrait bientôt. Après une courte période d'attente, cependant, la famille a pu déposer des signalements de disparition aussi bien en Pologne qu'en Allemagne, et l'enquête a commencé. Immédiatement, la police allemande a refusé d'examiner l'affaire, estimant que les enquêteurs polonais s'en occupaient. Cela a ralenti l'enquête lorsque la famille de Mateusz a demandé aux autorités de localiser son téléphone, mais la police polonaise a répondu qu'il ne pouvait pas car il avait une carte SIM allemande. Les forces de l'ordre allemandes ont aussi déclaré qu'elles ne pouvaient agir car il avait disparu en Pologne. Les enquêteurs ont vite constaté que le téléphone de Mateusz ne s'était jamais connecté à un réseau polonais, remettant en cause le récit de son père sur le rappel téléphonique. Cependant, cela a finalement été éclairci, et il semble que Mateusz ait bien eu une courte conversation téléphonique avec son père le matin du 29 mars. Exaspérée par la paperasserie qui semblait entraver l'enquête, la famille de Mateusz a décidé de mener sa propre investigation sur sa disparition. Ils ont fouillé les rues, demandé les images de vidéosurveillance aux commerçants et interrogé les habitants, montrant la photo du disparu et appelant les témoins à se manifester. Ils sont finalement passés à la télévision pour critiquer le manque de communication, d'intérêt et de progrès de la police. Pendant 6 mois, la famille de Mateusz s'est interrogée sur son sort. Puis, le 12 septembre, une voisine a abordé sa mère au sujet de sa grange, en remarquant qu'une odeur épouvantable s'en dégageait. L'odeur était apparemment présente depuis environ juillet. La mère de Mateusz pensait que c'était un animal mort, mais ne l'a pas trouvé. La voisine a alors proposé de monter au grenier de la grange pour chercher l'animal. Elle a accepté. Dans le grenier, la voisine a trouvé un tas de vêtements et quelques objets, dont un sac à dos. En y regardant de plus près, cependant, il a été horrifié de réaliser qu'il était tombé sur un corps. En levant les yeux, il a remarqué 2 nœuds coulants suspendus au plafond. La chaleur de l'été avait provoqué une décomposition rapide du corps. En conséquence, la tête était détachée du corps et il était dans un tel état qu'il était impossible d'identifier le cadavre simplement en le regardant.
Cependant, le sac à dos posé sur le sol a été formellement identifié comme appartenant à Matthäus, donc les forces de l'ordre ont naturellement conclu que le corps devait être celui du trentenaire disparu. Le cadavre a ensuite été formellement identifié comme étant celui de Matthäus. Peu de temps après la découverte du corps, les autorités ont conclu à un suicide et ont rendu les affaires de Matthäus à sa famille. À noter, la maison de sa mère était à l'opposé de celle de sa fiancée. 4 jours plus tard, sa famille est tombée sur le pied détaché de Matthäus, toujours à l'intérieur de sa chaussure, prouvant que l'enquête avait été bâclée et négligente. On ne sait pas non plus pourquoi l'autopsie n'a pas mentionné l'absence de son pied. Les forces de l'ordre auraient refusé de fouiller minutieusement la grange lors de la découverte du corps, jugeant cela trop long. Un autre élément de preuve, lorsque Matthäus a été retrouvé, ses dents arrachées étaient collées à ses vêtements ensanglantés. De plus, il y avait des taches de sang sur ses vêtements, et son sac à dos contenait une bouteille d'eau polonaise remplie de mégots de cigarettes ainsi qu'une brique de jus d'orange, bien que Matthäus n'aimait pas le jus d'orange. Ces objets ont été restitués sans analyse, et bien que son portefeuille soit resté avec son corps, ses clés de voiture non. Sa voiture n'a jamais été retrouvée depuis sa mort, et son immatriculation n'a jamais été relevée nulle part. Son téléphone a également été retrouvé avec le corps, avec un appel émis le 30 mars à son oncle. On pense qu'il s'agissait d'un appel accidentel car il n'a pas eu le temps d'aboutir et a été coupé après quelques secondes. Son oncle n'a même pas reçu l'appel. Un procureur a affirmé que les enquêteurs avaient trouvé plusieurs tickets de transport en commun polonais datés après la date estimée de sa mort. La famille de Matthäus a déclaré que le grenier était presque entièrement visible depuis le rez-de-chaussée de la grange, mais qu'elle n'avait pas vu le corps en utilisant la grange tout l'été. Au cours des années qui ont suivi la découverte du corps de Matthäus, sa sœur a accusé la police polonaise de négligence. 2 agents ont alors été réprimandés pour faute, bien qu'aucune autre mesure n'ait été prise depuis. Le téléphone de Matthäus a également été analysé, et les autorités allemandes ont obtenu et examiné les images de vidéosurveillance, puis fouillé son appartement à Hanovre, où elles ont récupéré sa tablette. Grâce à ces preuves, les autorités ont pu découvrir que Matthäus avait menti à sa famille les 28 et 29 mars. Il n'était pas du tout là où il avait dit à son père qu'il se trouvait et il n'était même pas dans sa voiture. Les reçus dans son sac à dos ont prouvé qu'il était encore en Allemagne à ce moment-là. Le 28 mars, l'homme de 30 ans a pris le train jusqu'à la ville frontalière allemande de Francfort-sur-l'Oder, puis il a vraisemblablement marché jusqu'à la ville polonaise de Słowicz. À ce moment-là, cela faisait presque une journée qu'il avait dit à sa famille qu'il était déjà en Pologne. À Słowicz, il s'est enregistré dans un hôtel avec une autre personne. On ne sait pas si cette personne a été identifiée et interrogée. Le lendemain, Matthäus a pris le train pour Varsovie puis le bus pour Zamość, près de son village natal. Il est arrivé à Zamość vers minuit, mais on ne sait pas comment il est rentré chez lui ensuite. En 2021, la voiture de Matthäus n'a toujours pas été retrouvée. Il n'existe aucune trace de transfert de propriété ou de radiation du véhicule à son nom. Son corps n'a jamais subi d'analyse toxicologique et la date exacte de sa mort reste encore inconnue. Bien que sa mort ait été classée comme un suicide par les enquêteurs, l'affaire de Matthäus laisse de nombreuses questions sans réponse. Qu'est-ce qui lui a fait perdre ses dents? Où est sa voiture? Pourquoi 2 nœuds coulants? Pourquoi avait-il une bouteille de jus d'orange alors qu'il n'en avait pas bu? Avec qui était-il à l'hôtel? Et pourquoi était-il là? Comment sa famille n'a-t-elle pas vu son corps dans le grenier? Pourquoi n'ont-ils pas davantage enquêté sur cette odeur? À ce stade, on ne sait pas si nous aurons un jour les réponses. Janet Kennedy Smith est née à Perth, en Écosse, le 25 juin 1902. Sa mère était norvégienne et son père, britannique, était chauffeur de locomotive. À l'âge de 11 ans, Janet a déménagé avec sa famille à Londres et après avoir terminé l'école, elle est devenue nourrice. En 1923, à l'âge de 21 ans, elle a été engagée comme nourrice par un couple aisé faisant partie de l'élite sociale, Frédéric et Doreen Baker. Janet était engagée pour s'occuper de leur fille nouveau-née, Rosemary, tandis que Frédéric dirigeait une entreprise d'importation nécessitant de fréquents voyages. Environ 1 an plus tard, la famille Baker a déménagé à Paris, puis à Vancouver, au Canada. Janet a accompagné la famille lors de ces 2 déménagements et était payée $30 par mois pendant qu'elle travaillait pour les Baker. Ils lui ont aussi promis d'acheter un billet de retour pour l'Angleterre quand elle le voudrait.
Au début, alors qu'ils vivaient à Vancouver, la famille s'est installée dans le quartier chic du West End de la ville. Cependant, en mai 1924, ils ont emménagé chez le frère de Frédéric, Richard, qui y vivait avec sa femme Blanche. Il paraît que Richard et Blanche étaient en vacances en Europe à cette époque. C'est ici que la famille a rencontré le domestique chinois, Wong Fun Sing, qui avait environ 25 ans, bien qu'il ait pu avoir jusqu'à 27 ans. Sing, apparemment marié, est vite tombé sous le charme de Janet. Elle a noté dans son journal qu'il lui avait offert des objets de luxe comme une chemise de nuit en soie, bien que la nature exacte de leur relation reste floue, car les amis de Janet ont plus tard témoigné qu'elle leur avait dit qu'elle était terrifiée par Singh. Le 26 juin 1924, Singh épluchait des pommes de terre dans la cuisine lorsqu'il a entendu un bruit fort et soudain. Pensant qu'il s'agissait d'une voiture qui avait fait un bruit de pétarade, il a regardé par la fenêtre mais n'a rien vu, alors il a décidé d'aller vérifier au sous-sol. En bas, il a trouvé le corps de Janet, âgée de 22 ans. Elle avait une blessure par balle à la tempe. Un revolver de .45 était posé sur le sol à côté de sa main droite. Pris de panique, Singh a appelé Frédéric Baker, qui est rentré immédiatement à la maison et a confirmé que Janet était morte. Les autorités ont rapidement été appelées sur les lieux et l'enquête qui a suivi, ou plutôt son absence, a été dirigée par l'agent James Green du service de police de Point Grey. L'enquête était vouée à l'échec dès le départ. Dès son arrivée, Green a manipulé le revolver que Janet aurait utilisé pour se tirer dessus, ruinant ainsi toute autre empreinte qui aurait pu se trouver sur l'arme. La zone était également étrangement propre. Il n'y avait ni sang ni matière cérébrale. Pourtant, pour une raison quelconque, cela n'a pas semblé étrange aux enquêteurs. Deux autres éléments curieux étaient l'absence de brûlure de poudre sur la peau de Jeanne et l'arrière de son crâne écrasé, comme frappé par un objet contondant. Malgré ces anomalies, Green a conclu que la mort de la jeune femme de 22 ans était un suicide et a fait appel aux pompes funèbres, leur demandant d'embaumer le corps. C'était, bien sûr, une autre action inhabituelle, car dans les cas de mort violente, il était plus courant que le corps soit embaumé après l'autopsie et non avant. Alors que le corps de Janet était embaumé, le croque-mort a remarqué plusieurs brûlures inexpliquées sur son flanc. À cette époque, on a découvert que le revolver appartenait à Richard Baker, qui était encore à l'étranger à ce moment-là. Après la fin du processus d'embaumement, le corps de la jeune femme de 22 ans a été examiné par un homme nommé Dr. Hunter, qui a de nouveau noté qu'il n'y avait aucune trace de poudre ni de brûlure au point d'entrée des balles, ce qui indiquait que l'arme avait été tirée à distance. Il a également observé que son cuir chevelu était séparé de son crâne. Aucun échantillon prélevé ni autopsie classique réalisée. Lors de l'enquête qui a suivi, le coroner a décrit la mort de Janet comme, je cite, « une mort auto-infligée mais accidentelle ». Les circonstances étranges ont été expliquées par les forces de l'ordre et le coroner en disant qu'elle s'est tirée dessus et qu'en tombant, elle s'est cognée la tête contre le bac à linge. Pour la police, l'affaire était classée. Janet a été enterrée au cimetière Mountain View, mais ses amis n'ont pas été aussi facilement convaincus. Ils ont contacté le Conseil uni des sociétés écossaises de Vancouver et les responsables de l'église presbytérienne en leur expliquant la situation. À leur tour, ces groupes ont exercé des pressions sur le procureur général Alexander Malcolm Manson et le gouvernement provincial, et finalement, l'affaire a été rouverte. Le corps de Janet a été exhumé le 28 août et une seconde enquête sur sa mort a eu lieu. Cette fois, les amis de la jeune femme de 22 ans ont témoigné qu'elle avait peur du domestique du boulanger, Singh, et elle leur avait dit qu'elle craignait qu'il la tue. Il a également été noté que la scène du crime ne correspondait pas à l'idée d'un suicide. Il a été conclu lors de l'enquête que Janet avait été assassinée, et les soupçons se sont immédiatement portés sur Singh, car il était la seule personne dont on savait qu'elle se trouvait dans la maison à ce moment-là avec Janet, à part le bébé Rosemary. La conviction que Singh était le coupable n'a fait que grandir, car au cours de l'été, le Vancouver Star a publié plusieurs articles laissant entendre que le domestique était responsable. Ces articles ont été rédigés par un homme nommé Victor Odlem, qui était notoirement anti-asiatique et avait même réclamé l'adoption d'une loi. Celle-ci devait, je cite, « préserver les jeunes filles blanches impressionnables des ruses et des méfaits inutiles des hommes asiatiques de basse caste ». Fin de citation. Cependant, dans l'ensemble, il y avait à cette époque une part considérable de rhétorique anti-asiatique qui circulait. Victor Odlem n'était pas seul dans ses tentatives de créer des lois qui auraient un impact négatif sur la vie des Asiatiques, en particulier des hommes asiatiques. Mary Ellen Smith, membre de l'Assemblée législative, a présenté le projet de loi Janet Smith, qui visait à interdire aux employeurs d'embaucher des hommes asiatiques et des femmes blanches dans la même maison.
Cependant, ce projet de loi n'a pas abouti car il violait le traité anglo-japonais de 1911 qui interdisait toute législation discriminatoire à l'encontre des Japonais. Le procureur général Manson a nommé l'inspecteur Cruikshank pour superviser l'affaire. Cruikshank a ensuite fait appel à un détective privé nommé Oscar Robinson, qui a passé la majeure partie de son temps à filer Singh et à observer ses activités. Quelque temps après la deuxième enquête du coroner, Singh s'est rendu à Chinatown et alors qu'il se tenait à un coin de rue avec ses amis, il a été enlevé par deux hommes dans un grand véhicule noir qui l'ont jeté sur la banquette arrière avant de démarrer en trombe. Singh a supposé qu'il allait être tué par des justiciers en représailles au meurtre de Janet, mais il a été surpris lorsqu'il s'est retrouvé au bureau canadien des détectives. Son soulagement n'a cependant pas duré longtemps, car il a été interrogé au sujet du crime par Robinson et d'autres, et il a été violemment battu avant d'être relâché. Singh a maintenu son innocence tout au long de l'épreuve et a continué à dire aux hommes qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Janet. Puis, le 20 mars 1925, Singh a de nouveau été enlevé, cette fois par plusieurs hommes vêtus de costumes du Ku Klux Klan. Comme le KKK n'était pas le bienvenu à Vancouver, on a supposé que les hommes utilisaient les costumes comme déguisement et n'étaient pas de véritables membres du clan. Les hommes ont enlevé Singh et l'ont retenu captif pendant 6 semaines, le torturant et l'interrogeant, essayant de lui arracher des aveux. Cependant, Singh a de nouveau refusé et a maintenu son innocence. Le 1er mai, il a finalement été libéré. Après sa libération, il a été révélé que de nombreux hommes impliqués dans l'enlèvement étaient des membres éminents de la société, dont 2 commissaires de police de Point Grey, le chef de la police, un sergent de police et 3 hauts responsables faisant partie des sociétés écossaises de la ville. De plus, un homme chinois nommé Wong Fun Sein avait été présent tout au long de l'épreuve, ayant été engagé comme traducteur. Sein était également employé par l'agence de détectives qui travaillait sur l'affaire, ce qui a provoqué encore plus d'indignation au sein des communautés chinoises. Il a également été révélé que le procureur général Manson, qui avait signé un mandat permettant aux agents d'arrêter Singh après sa libération, était au courant du plan des hommes, mais n'a rien fait pour l'empêcher. Il semblait qu'il espérait que les autres réussiraient et que l'affaire serait classée. L'un des hommes impliqués dans l'enlèvement a plaidé coupable d'enlèvement, tandis qu'un détective et son fils ont été reconnus coupables mais ont reçu, je cite, une forte recommandation de clémence de la part du jury. Les autres policiers de Point Grey ont été acquittés de tout acte répréhensible et, dans une décision très controversée, le gouvernement a interdit la poursuite de toute autre personne en lien avec l'incident. Manson n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire, mais sa carrière a été irrémédiablement compromise par sa participation à ce complot. Peu de temps après, Singh a été jugé pour le meurtre de Janet, mais l'affaire a rapidement été classée sans suite faute de preuves. Par la suite, il est retourné travailler pour la famille Baker, avant de repartir soit à Hong Kong, soit en Chine en 1926. Bien que beaucoup pensent que Singh était responsable du crime, une autre rumeur a circulé lorsqu'un témoin s'est manifesté, affirmant qu'elle avait assisté à une fête sexuelle arrosée chez les Baker et que la tête de Janet avait été fracassée lors de cette fête. Elle n'a été abattue que dans le but de dissimuler le crime initial. Des rumeurs locales disaient que la jeune femme de 22 ans avait été agressée sexuellement et tuée par des jeunes hommes riches qui auraient soudoyé les autorités pour dissimuler le crime. Frederick Baker a nié les allégations selon lesquelles il aurait organisé une soirée sexuelle, mais il y avait aussi des accusations de Scotland Yard selon lesquelles il était impliqué dans le trafic de drogue, ce qui faisait de lui un témoin peu fiable. Dans le même esprit, Jack Nicol, fils du lieutenant-gouverneur Walter Nicol, a dit à son infirmière sur son lit de mort qu'il avait assisté à la fête chez les Baker et avait été surpris en train d'être intime avec Janet dans la salle de bain alors qu'il était ivre. À l'époque, il sortait avec Blanche, la sœur de Baker, et il était terrifié à l'idée que la rumeur parvienne jusqu'à elle au sujet de lui et Janet. Pris de panique, il a poussé la jeune femme de 22 ans qui s'est cogné la tête contre un robinet et est morte sur le coup. Encore une fois, sa mort par balle aurait fait partie de la dissimulation visant à cacher la soirée sexuelle sous l'effet de la drogue, à laquelle participaient de nombreux membres de l'élite fortunée de Vancouver. Cependant, Nicol n'a jamais été inculpé dans cette affaire, et il n'est pas clair si ce qu'il a dit avait une quelconque crédibilité. Cela fait presque 100 ans que Janet Smith est décédée en 1924, mais malheureusement, son affaire reste toujours non résolue. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez prudents et on se retrouve la prochaine fois.